Bonjour à tous. On pense souvent tout savoir sur la corruption, n'est-ce pas? Une enveloppe qui passe sous la table. Mais et si cette vision des choses était en fait complètement à côté de la plaque? Dans l'analyse qui suit, on va plonger dans une perspective bien différente. On va découvrir que derrière ces simples échanges se cache en réalité quelque chose de beaucoup plus grand, un véritable marché du pouvoir. Alors, commençons par l'image d'Épinal, la vision classique de la corruption. C'est assez simple, non? On a d'un côté le corrupteur, celui qui donne, qui est donc actif, et de l'autre, le corrompu, celui qui reçoit, qui serait donc passif. Voilà une transaction toute simple, en noir et blanc. Eh bien, c'est précisément cette vision binaire que l'analyse d'aujourd'hui vient complètement dynamiter. L'idée, c'est que ce schéma simpliste, eh bien, il nous empêche de voir ce qui se joue vraiment. C'est une grille de lecture qui nous masque la vraie nature de la transaction. Alors allons-y, démontons un peu ces rôles qu'on distribue un peu trop vite. Le corrupteur actif, le corrompu passif, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est ce qu'on va voir. Pour commencer, la source nous donne une définition qui, à première vue, a l'air tout à fait standard. Elle vient même de Wikipédia. Mais attention, il y a un mot, un tout petit mot là-dedans, qui va être la clé de tout et qui va changer radicalement notre façon de voir les choses. Et ce fameux mot, c'est bienveillance. Ça a l'air anodin comme ça, mais réfléchissons-y. La bienveillance, ça suggère que le corrompu n'est pas juste en train de faire son travail plus vite, non, il offre une faveur, une dérogation, quelque chose de spécial. Et pour pouvoir accorder une faveur comme ça, il faut avoir quelque chose de bien plus important qu'un simple service à offrir. Il faut détenir du pouvoir. Voilà, on touche au cœur du sujet. Si ce qu'on vend et ce qu'on achète, ce n'est pas un simple service, alors c'est quoi? C'est quoi la véritable monnaie d'échange dans une transaction corrompue? L'ingrédient secret, l'élément qui change tout, c'est le pouvoir. L'argument de la source est simple, pas de bienveillance possible si l'une des deux personnes n'a pas un pouvoir spécial. Le pouvoir de dire oui quand la règle dit non, le pouvoir de créer un raccourci ou tout simplement de fermer les yeux. C'est ça l'ingrédient essentiel. C'est une idée toute simple mais fondamentale. Enlever le pouvoir de l'équation, il n'y a plus de corruption. Il reste juste une transaction, un achat, une vente, peu importe. C'est vraiment le déséquilibre de pouvoir qui fait basculer un simple échange dans le champ de la corruption. Donc il faut bien comprendre le point essentiel ici. La corruption, ce n'est pas juste une histoire de pot de vin. Non, c'est un véritable marché. Et la marchandise qui s'échange sur ce marché, c'est le pouvoir lui-même. Le fonctionnaire ne vend pas un service, il vend un petit bout de son pouvoir, un produit dérivé de son statut. Ok, donc si on part de ce principe que c'est un marché du pouvoir, alors il faut revoir complètement les rôles de chacun. L'acheteur, le vendeur. Est-ce que ça a encore un sens de parler d'un corrupteur actif et d'un corrompu passif? La réponse est probablement non. Selon l'analyse, cette distinction entre actif et passif est carrément trompeuse. Pensez-y, le citoyen cherche un avantage, ok, mais le bureaucrate, lui, il détient le pouvoir de l'accorder et il est tout à fait prêt à le monnayer. C'est un accord, une poignée de main. Les deux sont tout aussi actifs l'un que l'autre pour conclure le deal. Et il y a plus. La source met le doigt sur une asymétrie morale assez flagrante. Le citoyen, lui, il arrive avec son argent qu'on peut supposer honnêtement gagné. Mais le bureaucrate, qu'est-ce qu'il met sur la table? Il vend une faveur, un privilège qui ne lui appartient pas. C'est un bien public, en quelque sorte, financé par les impôts de tous, qu'il détourne à son profit. Ça fait écho à ce que disait déjà l'historien romain Tacite il y a des siècles. Plus un État est corrompu, plus il a de lois. C'est logique au fond. Plus il y a de règles, de réglementations, de paperasse, et bien plus il y a d'occasions de vendre des passe-droits et des dérogations à ces mêmes règles. Mais alors, cette logique de marché du pouvoir, est-ce qu'elle se limite aux petits fonctionnaires et aux citoyens lambda? Bien sûr que non. Comment ça se passe quand on monte d'un cran au niveau des grandes entreprises, du lobbying? Si on suit ce raisonnement, le lobbying n'est pas du tout une sorte d'anomalie du système. C'est une conséquence tout à fait logique, presque mécanique. Dès lors que le pouvoir est concentré quelque part, il est tout à fait naturel que des groupes s'organisent pour tenter d'influencer ce pouvoir à leur avantage. Et pour que ce soit bien clair, pour voir qui a vraiment le pouvoir dans cette histoire, la source prend un exemple que tout le monde connaît, celui de Monsanto. L'accusation habituelle, celle qu'on entend partout, c'est quoi? C'est que Monsanto, avec son immense pouvoir économique, arrive et fait pression sur les politiques pour obtenir ce qu'ils veulent, en gros pour s'acheter un monopole. L'entreprise est vue comme le grand méchant qui abuse de son pouvoir. D'accord, mais posons-nous la bonne question. Qui, concrètement, a le pouvoir de créer un monopole? Qui a le stylo pour l'écrire noir sur blanc dans la loi? Et c'est là que tout bascule.
Parce qu'une entreprise, aussi puissante soit-elle, ne peut pas s'auto-décréter un monopole. C'est impossible. Les seuls qui peuvent le faire, ce sont les élus, ceux qui écrivent et qui votent les lois. Monsanto peut faire tout le lobbying du monde. À la fin, ce sont les politiques qui ont le pouvoir de dire oui et de créer ce privilège. Alors, si on accepte toute cette analyse, si le problème est vraiment le marché du pouvoir, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on peut vraiment, radicalement, mettre fin à la corruption? Eh bien, la conclusion proposée par la source est pour le moins radicale. La logique est implacable. Si la corruption est la vente de pouvoir et que c'est la bureaucratie qui détient ce pouvoir à vendre, alors, pour tuer la corruption, il faut supprimer la bureaucratie, tout simplement. En fait, l'idée, c'est de supprimer la marchandise. Plus de bureaucratie, ça veut dire plus de privilèges à vendre, plus de bienveillance à monnayer. Le marché de la corruption s'effondre de lui-même parce qu'il n'y a tout simplement plus rien à vendre. Et tout ça nous ramène finalement à cette phrase très célèbre de Lord Acton. Le pouvoir tend à corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Alors la question reste entière. Est-ce que la corruption, c'est juste une affaire de quelques individus malhonnêtes, ou bien est-ce que c'est une conséquence quasi automatique, inévitable, de la simple existence d'un pouvoir centralisé? Voilà une bonne question pour terminer. Merci d'avoir été à l'écoute.